Ils m'ont servi un verre pour me faire dormir et voler toutes mes économies. Ils pensaient que j'étais inconsciente, une proie facile dans leur plan diabolique. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais parfaitement éveillée, allongée sur ce canapé, chaque parcelle de mon être tendu, mon téléphone enregistrant en silence chaque mot de leur trahison. Ce soir-là, ma propre famille, mon sang, a tenté de détruire ma vie pour de l'argent. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de se détruire eux-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est la plus douloureuse et la plus sombre de ma vie. C'est l'histoire d'une confiance brisée de la pire des manières. Avant de plonger dans les détails de cette nuit infernale, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela crée un lien entre nous, et ce soir, j'ai besoin de me sentir connecté à vous. Maintenant, revenons à cette invitation, ce coup de fil qui a marqué le début de la fin. Le téléphone a sonné un mardi après-midi, alors que le soleil de Lyon filtrait à travers mes fenêtres. J'étais en plein télétravail, plongé dans des lignes de code qui, au moins, avaient une logique, une cohérence. Elle obéissait à des règles. Contrairement à ma famille. Le nom de ma mère, Martine, s'est affiché sur l'écran et mon estomac s'est instantanément noué. Sa voix, quand j'ai décroché, était mielleuse, une douceur forcée qui déclenchait immédiatement toutes mes alarmes internes. « Chloé, ma chérie, comment vas-tu » Cela faisait 3 mois. 3 mois d'un silence de plomb, une punition glaciale pour mon crime impardonnable, avoir dit « non ». Un simple mot de 3 lettres qui avait fait s'écrouler le château de cartes de nos relations toxiques. Ma sœur cadette, Sophie, avait encore des ennuis. Pas les ennuis habituels d'une jeune femme de 25 ans. Non, Sophie jouait dans une autre catégorie. Elle avait contracté une dette de jeu colossale, une somme à 5 chiffres qui menaçait non seulement ses finances, mais aussi sa carrière naissante dans le monde impitoyable de la finance. Et comme toujours, le conseil de famille s'était tourné vers moi, Chloé, la grande sœur sérieuse, la développeuse de logiciels avec un salaire stable. La bouée de sauvetage. La vache à lait. J'avais été ce filet de sécurité pendant plus de 10 ans. J'avais payé la compte pour son premier appartement après qu'elle ait dépensé l'argent que mes parents lui avaient donné. J'avais remboursé le prêt pour sa voiture après qu'elle l'ait accidenté sans être correctement assurée. J'avais financé un projet d'entreprise qui s'était évaporé en quelques mois, ne laissant derrière lui que des factures impayées. Chaque fois, c'était la même histoire, des larmes, des promesses, et le chantage affectif de mes parents. C'est ta sœur, on est une famille, tu en as les moyens, elle non. Mais cette fois, c'était différent. Une dette de jeu. C'était une ligne que je ne voulais pas franchir. C'était financer une addiction, une maladie. Alors, j'avais dit non. Fermement. Calmement. Et l'enfer s'était déchaîné. Mon « non » n'avait pas été perçu comme une limite saine, mais comme une trahison, un acte d'égoïsme monstrueux. Le silence avait été leur première arme. Mais la seconde avait été bien plus vicieuse. Dans leur colère, ma mère avait appelé mon directeur, prétextant une inquiétude soudaine pour ma santé mentale, insinuant que j'étais instable et submergée par le stress. Une tentative claire et nette de saboter ma promotion imminente. Heureusement, mon chef, un homme intelligent et droit, m'a convoqué, m'a raconté l'appel et nous en avons ri, mais la blessure, elle, était bien réelle. Ils étaient prêts à détruire ma carrière pour se venger. Alors, quand ma mère m'a appelé ce mardi-là, avec sa voix sirupeuse, pour m'inviter à dîner, pour mettre les choses à plat, une partie de moi voulait hurler de rire et raccrocher. Mais une autre partie, cette stupide petite fille en moi qui n'avait jamais cessé de chercher leur approbation, a ressenti une minuscule lueur d'espoir. Peut-être qu'ils avaient réfléchi. Peut-être qu'ils regrettaient. Juste nous 4, comme au bon vieux temps, avait-elle ajouté. L'expression m'a fait frissonner. Le « bon vieux temps » était une illusion, une collection de souvenirs soigneusement montés pour cacher les fissures et la pourriture. Pourtant, j'ai accepté. J'ai dit oui. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas. Peut-être par lassitude. Peut-être parce que l'idée de couper les ponts pour de bon était encore trop terrifiante. En raccrochant, le silence de mon appartement m'a paru assourdissant. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville qui commençaient à scintiller sur la Saône.
Une vague de fatalité m'a envahi. J'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû refuser. Car comment aurais-je pu deviner que ce dîner n'était pas une main tendue, mais un piège soigneusement et monstrueusement orchestré pour me détruire? Le samedi soir est arrivé trop vite. Tout au long de la semaine, j'avais oscillé entre l'espoir ténu d'une réconciliation et la certitude angoissante que quelque chose n'allait pas. En me préparant, j'ai choisi des vêtements simples, une tenue neutre qui ne prêterait flanc à aucune critique. Devant mon miroir, j'ai essayé de me composer un visage serein, mais mes yeux trahissaient ma nervosité. Je me suis garé devant la maison de mon enfance, dans ce quartier de la Croix-Rousse où chaque pavé semblait connaître mon histoire. La bâtisse en pierre, que les touristes trouvaient si charmante, me paraissait maintenant menaçante sous le ciel crépusculaire. Ses fenêtres éclairées ressemblaient à des yeux qui m'épiaient, qui me jugeaient avant même que j'aie franchi le seuil. J'ai pris une profonde inspiration, l'air frais de novembre piquant mes poumons, essayant de calmer les battements désordonnés de mon cœur. C'est juste un dîner, Chloé, me suis-je répété comme un mantra. Un mantra auquel je ne croyais pas. La porte s'est ouverte avant même que ma main n'ait touché la sonnette. Ma mère se tenait là, un sourire figé sur le visage, un sourire de façade qui n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux, eux, étaient froids, vifs, comme ceux d'un prédateur évaluant sa proie. Ma chérie, entre donc, tu nous as tellement manqué, a-t-elle roucoulé d'un ton qui sonnait aussi faux qu'une pièce de 3 euros. Son étreinte fut brève, ses bras rigides autour de moi. L'air à l'intérieur était lourd, saturé d'une tension palpable qui contrastait violemment avec l'odeur réconfortante d'un plat qui mijotait. Mon père, Jean-Pierre, était assis dans son fauteuil en cuir usé, le journal Le Progrès, déployé devant lui comme un bouclier. Il a à peine abaissé son journal pour me lancer un « bonsoir » marmonné. Un simple hochement de tête en guise de salut. Pas de câlin, pas de chaleur, pas même un regard franc. Juste ce mur de glace, cette distance polie qui était sa marque de fabrique. Sophie était avachie sur le canapé, son visage blafard illuminé par la lumière bleue de son smartphone. Elle m'a accordé un regard dédaigneux, un balayage rapide de haut en bas, avant de replonger dans son monde virtuel. Le message était on ne peut plus clair, ma présence était une interruption, une nuisance tolérée, pas désirée. Le décor de mon enfance, autrefois familier, me semblait soudain étranger, hostile. Chaque objet semblait imprégné de ressentiment. Le dîner est presque prêt, a annoncé ma mère d'une voix trop enjouée. Je t'ai préparé une petite surprise. Viens voir. Je l'ai suivie à contre-cœur dans la cuisine. Et c'est là que je l'ai vue. Sur le plan de travail en granit, un verre élégant, taillé, était posé, rempli d'un liquide d'un rouge profond, presque sanguin. Du jus de grenade frais, a-t-elle dit fièrement, en posant sa main sur mon bras. Je sais que tu adores ça. Je l'ai pressé moi-même ce matin, juste pour toi. Son insistance était étrange. C'était vrai, j'adorais ça, mais elle ne m'en avait jamais préparé. Pourquoi ce soir? Pourquoi cette attention soudaine et si spécifique après des mois de mépris? J'ai pris le verre, sentant sa fraîcheur contre la paume de ma main moite. Merci, maman. C'est très gentil. Mon malaise grandissait. Nous nous sommes assis à table. Le silence était pesant, seulement brisé par le cliquetis des couverts contre la porcelaine. La conversation était un champ de mine de sujets à éviter. On parlait de la météo, des travaux sur le périphérique, de tout et de rien, mais surtout pas de l'éléphant au milieu de la pièce, notre famille en ruine. Chaque mot semblait calculé. C'est alors que, sous la table, mon téléphone, posé sur mes genoux, a vibré. Une vibration discrète, mais qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Discrètement, j'ai baissé les yeux et j'ai regardé l'écran. Un numéro inconnu. Un seul message, court, direct, urgent. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai dû relire les mots 3 fois pour en comprendre le sens terrifiant. Le message disait, ne bois rien. Sors de là maintenant. J'ai relevé la tête brusquement, le souffle coupé. Leurs visages n'avaient pas changé. Ils continuaient leur mascarade. Mais pour moi, tout venait de basculer. La pièce semblait rétrécir, l'air devenait irrespirable. Ce message n'était pas une erreur. Je le sentais au plus profond de moi. Le verre de jus de grenade,
si innocent quelques secondes auparavant, me semblait maintenant contenir la mort. Qui m'avait envoyé ça? Et qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Les mots sur l'écran de mon téléphone brûlaient ma rétine. Ne bois rien. Sors de là maintenant. Autour de moi, le dîner continuait comme si de rien n'était. Mon père parlait de politique, ma mère hochait la tête en souriant, mais leurs yeux me lançaient des regards furtifs. Ils attendaient. Ils attendaient que je boive. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Était-ce une blague de mauvais goût? Une erreur de numéro? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Je devais savoir. Je devais m'isoler. J'ai posé ma serviette sur la table, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement calme à mes propres oreilles. Je dois juste aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Personne n'a protesté. Ma mère m'a même gratifié d'un « bien sûr, ma chérie ». En me levant, mon regard a croisé le sien. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru déceler une lueur de triomphe, une impatience malsaine. Ou peut-être que la paranoïa commençait à me gagner. Je n'ai pas utilisé les toilettes du rez-de-chaussée, trop proches, trop exposées. J'ai grimpé les escaliers 4 à 4, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'avais besoin d'un sanctuaire, d'un endroit où je pouvais m'enfermer à double tour. La salle de bain de mon ancienne chambre, au bout du couloir, ferait l'affaire. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai tourné le vieux verrou en laiton. Le clic rassurant du métal m'a donné un bref répit. Je me suis appuyé contre la porte, le carrelage froid s'infiltrant à travers mes vêtements, et j'ai essayé de reprendre mon souffle. J'ai regardé le message à nouveau. Les majuscules semblaient hurler un avertissement silencieux. L'instinct de survie a pris le dessus sur la peur. J'ai appuyé sur l'icône d'appel à côté du numéro et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Chaque sonnerie était une éternité. Puis, une voix masculine, basse et nerveuse, a répondu. « Allô? Qui est-ce » ai-je demandé, ma propre voix un murmure étranglé. Il y a eu une pause, comme une hésitation. « C'est Lucas. » Lucas. Le petit ami de Sophie. Ou plutôt, l'ex. Leur relation avait été un long fleuve tumultueux, une succession de ruptures dramatiques et de réconciliations passionnées. Je ne l'avais jamais beaucoup apprécié, le trouvant un peu trop lisse, un peu arrogant. Mais en cet instant, sa voix était la seule chose qui se dressait entre moi et un danger que je commençais à peine à entrevoir. « Lucas? Comment as-tu eu mon numéro? Qu'est-ce qui se passe? » « J'ai toujours eu ton numéro, Chloé. » Sophie l'avait mis dans mon téléphone. « Peu importe, a-t-il dit sèchement. Écoute-moi attentivement. Tu es en danger. Tu dois sortir de cette maison. Je suis sérieux. Tout de suite. » Son ton était dénué de toute ambiguïté. C'était de la peur pure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le puzzle commençait à s'assembler dans mon esprit, formant une image monstrueuse. Il a hésité, le son de sa respiration rapide et saccadée. Le jus. Le jus de grenade que ta mère t'a servi. N'en bois surtout pas une seule goutte. Fais-moi confiance. Mon regard s'est instinctivement tourné vers la porte, comme si je pouvais voir le verre empoisonné à travers le bois. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des somnifères, a-t-il lâché, et le mot a explosé dans le silence de la petite pièce. Des somnifères puissants. Je les ai entendus. Ils veulent que tu t'endormes, que tu perdes connaissance ici, sur leur canapé. Les mots flottaient dans l'air, irréels et pourtant terriblement logiques. Ma propre famille. Ma mère, qui avait pressé le jus, elle-même. Mon père, silencieux et complice. Ma sœur. Pourquoi, ai-je réussi à articuler, même si je connaissais déjà la réponse? Pourquoi ferait-il ça? Un rire amer et sans joie a éclaté à l'autre bout du fil. L'argent, Chloé. Toujours l'argent. Sophie est endettée jusqu'au cou. Les gens à qui elle doit de l'argent sont devenus très impatients. Ils ont besoin de tes économies. Le plan est simple. Une fois que tu seras inconsciente, ils utiliseront ton pouce pour déverrouiller ton téléphone et vider tes comptes. Chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. C'était donc ça.
Pas une réconciliation. C'était une embuscade. Une tentative de vol prémédité, aggravée par l'administration d'une substance, orchestrée par les personnes qui m'avaient mise au monde. La nausée m'a envahi, une vague de dégoût si forte que j'ai dû me retenir au lavabo. Que devais-je faire? Appeler la police? M'enfuir en hurlant? Comment sais-tu tout ça, Lucas? Ai-je demandé, ma voix tremblante se raffermissant. J'avais besoin de tous les détails. Je suis passé plus tôt dans l'après-midi, a-t-il expliqué, sa voix plus basse, plus conspiratrice. Officiellement pour récupérer le reste de mes affaires. Sophie pensait que j'étais partie, mais j'ai oublié mon chargeur dans le salon. Je suis revenu sur mes pas et je les ai entendus dans la cuisine. Ils ne m'ont pas vu. Ils finalisaient leur plan immonde. Ta mère écrasait les pilules dans un mortier pour les mélanger au jus. Ton père lui disait de bien tout dissoudre pour que tu ne sentes rien. C'était surréaliste, Chloé. Comme une scène de film. L'image était si grotesque, si monstrueuse, que mon esprit refusait presque de l'accepter. Ma mère, avec son pilon et son mortier, préparant une potion pour endormir sa propre fille. Pourquoi tu m'aides, Lucas? Après tout ce que Sophie t'a fait. Sa voix s'est adoucie, teintée d'un regret sincère. Parce que Sophie m'a détruit financièrement et émotionnellement. J'ai été stupide, j'étais amoureux. Mais elle m'a menti, m'a manipulé, a vidé mon compte en banque petit à petit. J'ai tout perdu. Mais toi, tu es sa sœur. Tu as toujours été droite avec moi, tu as toujours été là pour elle malgré tout. Et regarde comment elle te remercie. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Personne ne mérite une telle trahison. Ces mots, venant de cet allié improbable, ont agi comme un électrochoc. La tristesse et la peur qui m'avaient paralysé se sont transformées en une colère froide, une rage glaciale et lucide. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. Merci, Lucas, ai-je dit, ma voix soudainement nette et précise. Merci infiniment. Puis, Chloé. Ne joue pas les héroïnes. Sors de là et ne te retourne pas. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu, un plan commençant déjà à germer dans mon esprit. Je vais sortir. Mais pas avant d'avoir ce dont j'ai besoin. J'ai raccroché. Le silence de la salle de bain était maintenant mon allié. Ce n'était plus un refuge, c'était mon quartier général. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux cernés, mais ils brillaient d'une lueur nouvelle. Ce n'était plus de la peur. C'était de la détermination pure. Ils avaient voulu me traiter comme une victime, un agneau sacrificiel sur l'autel de leur cupidité. Ils allaient découvrir à leurs dépens qu'ils venaient de réveiller un loup. Mon esprit, habitué à résoudre des problèmes complexes, s'est mis en marche. Je suis développeuse de logiciels, spécialisée dans la sécurité des systèmes. Je passe mes journées à anticiper les failles, à construire des forteresses numériques, à penser comme un pirate pour mieux les contrer. Ce soir, ma famille était les pirates. Et ma vie était le système qu'ils essayaient de pénétrer. L'adrénaline a afflué, aiguisant mes sens. Ils voulaient mon téléphone. Ils voulaient mon empreinte digitale. Très bien. Je n'allais pas leur refuser l'accès. Au contraire, j'allais leur ouvrir la porte en grand, les laisser entrer dans un piège qu'ils ne verraient jamais venir. Mes doigts ont volé sur l'écran. Première étape, l'application bancaire. J'ai navigué dans les paramètres de sécurité. En moins de 30 secondes, j'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour toute transaction. Désormais, en plus de mon empreinte, il faudrait un code unique généré par une application tierce, un code qui change toutes les 30 secondes. Ils pouvaient avoir mon pouce, mais ils n'auraient jamais ce code. La tentative de virement serait enregistrée par la banque, horodatée, mais bloquée net. C'était la première partie du piège. Deuxième étape, la plus cruciale, les preuves. Une accusation sans preuve n'est qu'une parole contre une autre. Je les connaissais. Ils nieraient tout, me traitant de menteuse, d'hystérique. J'ai ouvert une application discrète d'enregistrement audio. J'ai activé l'enregistrement en arrière-plan. Pas de lumière rouge, pas de notification, pas d'icône visible. Le microphone de mon téléphone était désormais une oreille invisible, prête à capter leur confession. C'est un moment terrible, de se retrouver face à une telle trahison.
Je me demande souvent ce que les autres auraient fait. Si vous aviez été à ma place, dans cette salle de bain, sachant ce que vous saviez, quel aurait été votre plan? Auriez-vous fui en hurlant? Les auriez-vous confrontés directement? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Le plan était en place. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était d'un calme olympien. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tiré la chasse d'eau pour justifier ma longue absence, et je me suis lavé les mains, regardant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait n'était plus la même que celle qui était entrée dans cette pièce 10 minutes plus tôt. La peur avait été remplacée par une détermination de fer. J'allais jouer la comédie de ma vie. J'ai déverrouillé la porte et je suis descendue. En arrivant en bas des escaliers, j'ai vu ma mère qui m'attendait dans le couloir, l'inquiétude feinte peinte sur son visage. « Tout va bien, ma chérie? Tu as été longue. » On s'inquiétait. « Oui, oui, pardon, ai-je répondu d'une voix que je me suis efforcée de rendre faible. Juste un petit coup de fatigue, je crois que je couvre quelque chose. »« Oh, ma pauvre chérie, a-t-elle dit en posant sa main sur mon front. Tu n'es pas chaude pourtant. Allez, viens finir de manger. » Je suis retournée à ma place à table. Le verre de jus de grenade était toujours là, attendant patiemment. Il me semblait me narguer, scintillant sous la lumière du lustre. J'ai plongé mon regard dans celui de ma mère. C'était un duel silencieux. Elle attendait que je boive. Elle attendait que je tombe dans son piège. Elle ne savait pas que c'était elle qui était sur le point de tomber dans le mien. J'ai pris le verre. Mes doigts se sont refermés autour du verre froid et humide. J'ai levé les yeux vers eux et j'ai esquissé un petit sourire triste. À nous. À la famille, ai-je dit doucement. Ma mère m'a rendu mon sourire, un sourire carnassier cette fois, à peine dissimulé. J'ai porté le verre à mes lèvres. J'ai senti l'odeur sucrée de la grenade. J'ai incliné le verre, le liquide froid touchant mes lèvres. Mais je n'ai pas avalé. J'ai gardé le liquide dans ma bouche, puis, dans un mouvement brusque et calculé, j'ai fait semblant de m'étouffer. J'ai toussé violemment, projetant une partie du jus sur la nappe blanche immaculée. Oh, pardon. Je suis tellement désolée. C'est passé de travers, ai-je crié, jouant la panique. L'effet a été immédiat. Ma mère, obsédée par les apparences, a bondi. La nappe. C'est de la soie, elle vient de chez ma grand-mère, a-t-elle gémi, se précipitant pour éponger le liquide rouge avec sa serviette. Mon père et Sophie se sont également levés, leur visage un mélange de contrariété et d'agacement. C'était la diversion parfaite. Profitant de la confusion générale, alors que tous les regards étaient tournés vers la tache grandissante, j'ai discrètement penché mon verre au-dessus du pot d'un grand ficus qui se trouvait juste à côté de la table. En une seconde, j'ai vidé le reste de son contenu mortel dans la terre. Personne n'a rien vu. Quand je me suis redressée, le verre était presque vide, ne contenant plus que quelques gouttes. Je suis vraiment confuse, pardonnez-moi, ai-je répété, la main sur mon cœur pour simuler une toux persistante. Ce n'est rien, ma chérie, ce n'est rien, a dit ma mère, son irritation à peine masquée par une fausse bienveillance. Un accident, ça arrive. Je me suis rassise, le cœur battant la chamade. La première partie du plan avait fonctionné. Maintenant, venait la plus difficile, la plus dangereuse, la performance. J'ai attendu quelques minutes, piquant mollement dans mon assiette. Puis, j'ai commencé le spectacle. J'ai posé ma fourchette. J'ai porté une main à mon front, comme si le monde tournait. Je ne me sens pas très bien, tout à coup ai-je murmuré, ma voix tremblante. Avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce qui va suivre est difficile à raconter. La froideur et le calcul dont ma propre famille a fait preuve ce soir-là me hantent encore. Assurez-vous d'être bien installé, car la trahison que j'ai vécue dépasse l'entendement. Ils m'ont conduite jusqu'au salon. Mon père a poussé quelques coussins pour me faire de la place sur le grand canapé en cuir. Je me suis effondrée dessus, laissant mes membres devenir mous, ma tête tombant lourdement en arrière. Ma mère a retiré mes chaussures avec un geste presque tendre qui m'a révulsée. « Repose-toi un peu, ma chérie. Ça va aller mieux, a-t-elle susurré à mon oreille. J'ai fermé les yeux, plongeant le monde dans l'obscurité.
Le rideau était levé. Le deuxième acte de cette tragédie familiale était sur le point de commencer. Allongé sur ce canapé, les yeux fermés, j'ai mobilisé chaque fibre de ma concentration. Chaque son était amplifié, chaque sensation exacerbée. Je n'étais pas une victime inconsciente, j'étais un capteur humain, enregistrant tout. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir semblait rythmer les battements de mon propre cœur. Le bourdonnement lointain du réfrigérateur dans la cuisine, le crépitement du feu dans la cheminée. Et puis, des bruits de pas feutrés sur le tapis, se rapprochant. Ils revenaient, les vautours qui tournaient autour de leur proie. J'ai gardé ma respiration régulière, lente et profonde, imitant le sommeil. C'était un exercice de contrôle de soi extrême. Mon corps hurlait de se lever et de fuir, mais ma volonté le maintenait cloué sur place. J'ai senti une présence au-dessus de moi, une ombre qui bloquait la lumière tamisée de la pièce. J'ai perçu le parfum floral et entêtant de ma mère, un parfum que j'associais autrefois à la sécurité et qui maintenant sentait la trahison. Elle dort ? C'était sa voix, un murmure à peine audible, vibrant d'une excitation contenue. Une autre voix, celle de Sophie, plus proche encore, presque à mon oreille. Oui, profondément. Le somnifère a fait effet. Regarde, elle ne bouge pas du tout. Sa respiration est lente. J'ai senti un doigt effleurer ma joue, un geste que je connaissais bien, celui que ma mère faisait pour voir si j'avais de la fièvre quand j'étais enfant. Mais ce n'était pas la main de ma mère. C'était celle de Sophie. J'ai réprimé un frisson de dégoût. C'était un contact froid, clinique, comme si j'étais un objet, une chose à examiner, à tester. Bien, a dit la voix grave de mon père, qui se tenait un peu plus en retrait. Faisons ça vite. Je n'aime pas ça. C'est sordide. Un mensonge pathétique. S'il n'aimait vraiment pas ça, il aurait tout arrêté. Sa lâcheté était peut-être encore plus méprisable que leur cupidité active. Il était là, complice silencieux, observant sa femme et sa plus jeune fille s'apprêter à piller l'aîné. J'ai entendu le bruit subtil d'une fermeture éclair, celui de mon sac à main qu'ils avaient dû ramener dans le salon. Puis le son encore plus reconnaissable de mon téléphone qu'on sortait de sa poche intérieure. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, mais mon corps est resté aussi inerte qu'une pierre. Le plan fonctionnait. Ils avaient mordu à l'hameçon. Donne, a ordonné Sophie. Il y a eu un léger bruissement de tissu, puis le silence. J'imaginais la scène dans l'obscurité de mes paupières closes, Sophie tenant mon téléphone, l'écran éteint, le Graal à portée de main. Le moment de vérité approchait. Puis, j'ai senti des doigts froids et hésitants se refermer sur ma main droite, celle qui reposait sur mon ventre. C'était Sophie. Ses doigts étaient moites, tremblants. De nervosité ? D'excitation ? Peut-être les deux. Elle a soulevé ma main avec une précaution infinie, comme si elle manipulait un explosif. Elle a cherché mon pouce, l'a isolé des autres doigts avec une concentration macabre. Le contact de sa peau contre la mienne était une torture. C'était la main de ma sœur, la même main que j'avais tenue quand elle avait peur de l'orage, la même main que j'avais aidé à tenir un crayon pour écrire son nom. Maintenant, cette main était en train de me violer, de me trahir de la manière la plus abjecte qui soit. Une larme a perlé sous ma paupière close, une seule larme chaude de rage et de chagrin, qui a roulé silencieusement sur ma tempe et s'est perdue dans mes cheveux. J'ai prié pour qu'il ne la voie pas, pour qu'il la prenne pour de la sueur. J'ai senti mon pouce être guidé, sa pulpe cherchant le capteur d'empreinte. Puis une légère pression. Une pause d'une seconde qui a duré une éternité. Et enfin, une légère vibration. Le téléphone était déverrouillé. Un soupir de soulagement collectif, à peine audible, a parcouru la pièce. J'y suis, a chuchoté Sophie, sa voix pleine d'un triomphe contenu. Le piège était grand ouvert. Avait-il la moindre idée de ce qui les attendait à l'intérieur ? Le silence dans la pièce était électrique, chargé de leur cupidité. Je pouvais presque entendre les rouages de leurs esprits avides tourner, déjà en train de dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas encore volé. Allongé là, jouant mon rôle à la perfection, j'étais plus alerte que jamais. Chaque tapotement de Sophie sur l'écran de mon téléphone résonnait dans ma tête comme un coup de marteau sur un cercueil. Alors, a pressé mon père depuis l'autre bout de la pièce, sa patience légendairement courte visiblement à bout. Tu as trouvé l'application ?
Oui, c'est bon, je suis sur son compte courant, a répondu Sophie, sa voix un mélange d'excitation et de nervosité. Il y a eu une pause, le temps qu'elle lise les chiffres à l'écran. Puis elle a sifflé entre ses dents, un son de surprise et d'envie. Waouh! Elle a bien plus que ce que je pensais. La salope, elle nous disait toujours qu'elle était juste. Ne t'attarde pas là-dessus et concentre-toi, a coupé ma mère d'un ton sec. Fais le virement et finissons-en. On prend combien exactement? Tout, a dit Sophie sans la moindre hésitation, sa voix dure. On prend tout. Elle nous le doit bien, après tout. Non, a immédiatement contredit mon père, avec une prudence de criminel amateur. Pas tout. Ce serait trop suspect. Elle s'en rendrait compte immédiatement et elle porterait plainte. On prend juste ce dont tu as besoin. 12 000 euros. Pas un centime de plus. On dira que c'est un piratage, une fraude à la carte. Sa banque la remboursera peut-être. Elle ne nous soupçonnera jamais, elle est trop naïve. Leur arrogance me donnait la nausée. Ils avaient tout prévu. Le scénario, les excuses. Ils me prenaient pour une idiote sentimentale. C'était leur plus grande erreur. D'accord, 12 000, a concédé Sophie à contre-cœur. J'ai entendu de nouveaux tapotements, précis et rapides, ceux de chiffres qu'on saisit sur un clavier numérique. Je saisis le montant, 12 0 0 0. Je valide le destinataire sur mon RIB, et voilà. Soudain, dans un accès de tension que je ne pouvais plus contenir, j'ai eu un léger spasme à la jambe. Un mouvement involontaire, presque imperceptible, mais mon pied a heurté un coussin du canapé, le faisant tomber au sol avec un bruit sourd. Le silence s'est fait instantanément, un silence de mort. Elle a bougé, a chuchoté Sophie, la voix étranglée par la panique. Je vous jure, je l'ai senti bouger. Mon cœur s'est arrêté de battre. Avait-il découvert mon subterfuge? Je suis resté absolument immobile, retenant même ma respiration, chaque muscle de mon corps contracté. C'est juste un spasme. Les gens font ça en dormant, a grogné mon père, mais j'ai décelé une pointe de panique dans sa voix. Arrête d'être paranoïaque et dépêche-toi. Et si la voisine, cette fouineuse de Madame Dubois, nous a vus par la fenêtre? Elle passe son temps à épier tout le quartier. Rassurée par cette explication boiteuse, Sophie a repris. Ok. Je confirme le virement. Il y a eu une nouvelle pause, plus longue cette fois. Je l'imaginais, le doigt en suspens au-dessus de l'écran, prête à valider le vol, à commettre l'irréparable. J'ai presque souri dans l'obscurité de mes paupières closes. Allez-y, appuyez sur ce bouton. Tombez dans mon piège. Alors, a encore demandé mon père, au bord de la crise de nerfs. Attends, il y a un problème. La voix de Sophie avait changé. Le triomphe avait laissé place à une confusion totale. Quel problème? A demandé ma mère en s'approchant. Et c'est là que ma sœur a prononcé les mots que j'attendais, les mots les plus doux et les plus victorieux que j'ai jamais entendus. Mince. Ça demande un code de vérification. Une authentification à 2 facteurs. Une quoi? A demandé mon père, complètement perdu. Un deuxième code, a expliqué Sophie, sa voix montant dans les aigus de la frustration. Il est envoyé sur une autre application. Je ne peux pas faire le virement sans ça. Elle a dû activer cette saloperie récemment. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le grain de sable venait de gripper leur belle mécanique. Ils se heurtaient à une forteresse numérique que j'avais bâtie en quelques minutes, dans une salle de bain. Ils étaient piégés. Et le pire pour eux, c'est qu'ils ne le savaient même pas encore. Leur défaite était palpable. L'énergie dans la pièce avait basculé de l'anticipation avide à une frustration amère et à une peur grandissante. Le silence était lourd, rempli de leurs pensées confuses et de leur déception. Alors, on fait quoi maintenant? A finalement demandé Sophie, sa voix un gémissement d'enfant contrarié. Je ne peux rien faire. Tout est bloqué. Et c'est autre chose, a suggéré ma mère, refusant d'admettre l'échec. Le compte épargne, le livret A, n'importe quoi. J'ai déjà essayé, maman, a rétorqué Sophie, la colère remplaçant la frustration. C'est pareil pour tous les comptes. Tout est verrouillé par cette saleté de vérification. C'est impossible.
Elle a dû se douter de quelque chose. Ne dis pas de bêtises, a coupé mon père d'une voix sèche et basse. Son ton de chef de famille reprenait le dessus face à la panique. Elle ne se doute de rien. Elle dort comme une masse. C'est juste de la malchance. Maintenant, remets immédiatement ce téléphone dans son sac. Et n'y touche plus. On n'a rien vu, rien fait. Compris? Cette conversation n'a jamais eu lieu. Mais mon argent? A commencé Sophie, sa voix suppliante. Il n'y a pas d'argent, a-t-il sifflé, sa voix à un murmure menaçant. Le plan a échoué. C'est terminé. Maintenant, il faut limiter les dégâts et faire comme si de rien n'était. J'ai entendu le bruit de mon téléphone qu'on glissait à nouveau dans mon sac à main, puis le zip qu'on refermait. J'ai entendu leurs pas qui s'éloignaient, retournant vers la salle à manger, me laissant seul dans le salon, allongé sur le canapé, entouré par les débris invisibles de leur plan raté. Je suis resté immobile encore 10 longues minutes, leur laissant le temps de se recomposer, de reconstruire leur façade de normalité, de se mettre d'accord sur la suite de leur pièce de théâtre. Puis, j'ai commencé mon propre spectacle, celui du réveil. J'ai émis un léger grognement, comme quelqu'un qui sort d'un sommeil profond. J'ai bougé lentement, étirant un bras, puis l'autre, comme si mes membres étaient lourds et engourdis. J'ai ouvert les yeux en clignant plusieurs fois, feignant la confusion face à la lumière tamisée du salon. Je me suis redressé sur un coude, passant une main dans mes cheveux en désordre. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis endormie. Ma voix était rauque, pâteuse. Ils sont revenus du salon comme des acteurs attendant leur réplique, leurs visages des masques d'innocence et d'inquiétude. Ma mère s'est précipitée à mes côtés. Tu t'es assoupie, ma chérie. Tu étais tellement fatiguée. On n'a pas voulu te réveiller. Son jeu était presque parfait. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ai-je dit, en me frottant les yeux. Je me sens toute chose. Vraiment désolée d'avoir gâché la soirée. Ne dis pas de bêtises, a dit mon père, son ton faussement jovial sonnant terriblement creux. Le plus important est que tu te reposes. Tu travailles trop. Je me suis levée, un peu chancelante pour la forme, et j'ai récupéré mon sac. Mon téléphone était à l'intérieur, mon précieux témoin silencieux. Je crois que je ferais mieux de rentrer, ai-je annoncé. J'ai une grosse journée de travail demain. Aucun d'eux n'a protesté. Au contraire, un soulagement à peine dissimulé a parcouru leur visage. Ils voulaient que je parte. Ils voulaient que le rideau tombe sur cette soirée désastreuse. En me dirigeant vers la porte d'entrée, le rituel absurde des adieux a commencé. Ma mère s'est approchée pour me serrer dans ses bras. Son étreinte était rigide, froide. C'était comme serrer une statue de marbre. Puis ce fut le tour de mon père. Il m'a maladroitement tapoté l'épaule, son regard fuyant le mien. Enfin, Sophie. Elle s'est tenue à distance, les bras croisés, un simple « salut » marmonné entre ses dents. En franchissant ce seuil pour ce que je savais être la toute dernière fois, une vague de tristesse m'a submergée. Ce n'était pas la fin d'une soirée. C'était la fin de ma famille. La fin de l'illusion que j'avais entretenue pendant trop d'années. Je suis montée dans ma voiture. Dans le rétroviseur, je les ai vus tous les trois sur le pas de la porte, me regardant partir. 3 silhouettes unies par leur secret sordide. Ils pensaient que c'était fini. Ils ne savaient pas que mon plan ne faisait que commencer. La destination de mon GPS n'était pas mon appartement. C'était le commissariat de police central de Lyon. La conduite jusqu'au commissariat s'est faite dans un état second. Les lumières de la ville défilaient sur le pare-brise humide, mais je ne les voyais pas. Mon esprit était un maelstrom d'émotions contradictoires. La rage, le chagrin, la peur, mais aussi une étrange forme de détermination. Je revivais en boucle la scène dans le salon, les murmures, le contact froid des doigts de ma sœur sur ma main. La trahison était une blessure physique, une brûlure dans ma poitrine. Je me suis garée sur une place visiteur devant le bâtiment imposant et je suis restée un long moment dans ma voiture, le front appuyé contre le volant froid. Le silence de l'habitacle était assourdissant. Une partie de moi, la partie qui avait été conditionnée pendant 28 ans, hurlait de faire demi-tour, de rentrer chez moi, d'oublier. C'est ta famille, tu vas tout détruire, le linge sale se lave en famille. Toutes ces phrases,
Tous ces préceptes toxiques qu'on m'avait inculqués remontaient à la surface. Mais une autre voix, plus forte, plus claire, une voix que je ne reconnaissais qu'à peine comme la mienne, me disait que le silence était le complice des bourreaux. Que le linge sale qu'ils voulaient cacher était un crime. Que les liens du sang n'étaient pas une licence pour empoisonner, voler et trahir. Ce n'étaient plus des liens. C'étaient des chaînes. Et si je ne les brisais pas ce soir, elles finiraient par m'étrangler. J'ai pris mon téléphone, mon arme, ma preuve, et je suis sorti de la voiture. L'air froid de la nuit m'a saisi, mais il a aussi clarifié mes idées. J'ai marché d'un pas décidé vers les portes vitrées du commissariat. L'accueil était impersonnel et sentait le désinfectant et le café froid. Une femme d'une 50aine d'années, l'air fatiguée par une longue nuit de service, était assise derrière une vitre en plexiglas. « C'est pourquoi ?» a-t-elle demandé d'un ton monocorde, sans même lever les yeux de son écran. « Je voudrais déposer une plainte, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Pourquoi ?» a-t-elle répété, son ton dénué de toute émotion. J'ai pris une profonde inspiration. Pour tentative d'empoisonnement, administration de substances nuisibles sans consentement et tentative de vol en réunion. Là, j'ai eu toute son attention. Elle a levé les yeux, ses sourcils se fronçant. Elle a examiné mon visage, mes vêtements, cherchant sans doute les signes d'une affabulatrice ou d'une déséquilibrée. Elle n'a dû voir qu'une jeune femme épuisée mais déterminée. « Asseyez-vous là-bas, sur la banquette. Un officier va venir vous chercher. » J'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité sur une chaise en plastique inconfortable, le bruit du néon au-dessus de ma tête comme seule compagnie. Finalement, une femme policier, la quarantaine, l'air compétent et sérieux, est venue me chercher. « Mademoiselle Chloé Martin ? Suivez-moi. » Elle m'a conduite dans un petit bureau sans fenêtre, avec une table en métal et 2 chaises. « Je suis le lieutenant Valérie Dubois », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Racontez-moi ce qui s'est passé, depuis le début, sans rien omettre. » Et j'ai tout raconté. L'historique familial, la dette de ma sœur, l'invitation, le jus de grenade, le message de Lucas, mon plan, la scène sur le canapé. Je parlais d'une voix neutre, factuelle, comme si je faisais un rapport technique. Le lieutenant Dubois m'écoutait attentivement, prenant des notes sur un calepin, sans m'interrompre, son visage une étude de concentration. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé longuement, ses yeux perçants semblant sonder mon âme. « C'est une accusation extrêmement grave, mademoiselle. Surtout dirigée contre vos parents et votre sœur. Vous comprenez les conséquences ? Avez-vous la moindre preuve matérielle de ce que vous avancez ? » C'était le moment que j'attendais. « Oui, ai-je dit. J'ai tout enregistré. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé le fichier audio et j'ai appuyé sur « Play ». Le silence du bureau a été rompu par la voix de ma mère. « Elle dort ?» Le lieutenant Dubois s'est penché en avant, son visage se durcissant à chaque mot. Elle a écouté l'intégralité de l'enregistrement. Leur plan, leur mépris, leur panique. Tout y était. Quand l'enregistrement s'est terminé, un long silence s'est installé. Elle a relevé la tête, son expression avait changé. Le scepticisme professionnel avait laissé place à une conviction glaciale. « Je vois », a-t-elle dit simplement. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Rentrez chez vous et ne les contactez sous aucun prétexte. Nous prenons le relais. » En sortant, je savais que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi la justice plutôt que le silence. Les 2 jours qui ont suivi ont été d'un calme irréel. Un calme avant le déferlement du chaos. Je me suis terré dans mon appartement, travaillant à distance, le ventre noué, sursautant à chaque notification de mon téléphone. Je savais que l'étau se resserrait autour d'eux. Je savais que la police allait les contacter. Je ne savais juste pas quand le barrage allait céder. La tempête a éclaté le mardi matin, 48 heures après ma déposition. Mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption, comme s'il avait une crise d'épilepsie. Un barrage de messages, d'appels manqués, de notifications vocales. La meute était lâchée. D'abord, ma mère. Une série de messages textes, chacun plus hystérique et accusateur que le précédent. La police est venue à la maison. Qu'est-ce que tu as fait ? Réponds-moi immédiatement, Chloé. C'est un cauchemar.
Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu es un monstre sans cœur. Tu nous envoies en prison pour une stupide histoire d'argent? Tu nous détruis. Tu détruis ton père, ta sœur. J'ai honte d'être ta mère. Je lisais les messages, le cœur serré, mais une partie de moi restait froide, presque clinique. C'était leur technique habituelle, celle qu'ils avaient utilisée toute ma vie, inverser la culpabilité, se poser en martyr, faire de moi la méchante de l'histoire. Il n'y avait pas un mot de remords, pas une once de reconnaissance de leurs actes. Juste de la fureur et de l'auto-apitoiement. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut le tour de Sophie. Elle n'a pas pris la peine d'écrire. Elle a laissé un message vocal, hurlé, saturé de rage. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Sa voix était tremblante, mais pas de regret. De haine pure. Tu as tout gâché, Chloé. Tout. Tu es une salope égoïste. C'était juste un malentendu, on allait te rembourser, bien sûr. Tu es complètement folle, paranoïaque. Tu vas payer pour ça, je te le jure. Je vais te détruire. Un malentendu. Tenter de droguer et de voler sa propre sœur était un malentendu. J'ai effacé le message, un goût amer de bile dans la bouche. Sa détresse n'était pas celle d'une personne qui regrette, mais celle d'un enfant capricieux à qui on a retiré son jouet. Enfin, mon père. Il a appelé. J'ai regardé son nom s'afficher, et j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie. Sa voix, habituellement si calme et mesurée, était un grondement de fureur contenue, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Tu as brisé cette famille. Tu as choisi des étrangers en uniforme contre ton propre sang. Tu penses que la justice va t'apporter quoi que ce soit? Tu as ouvert la boîte de Pandore, Chloé. On ne fait pas ça aux siens. Tu vas le regretter amèrement. Leur réaction unanime a été la confirmation finale, la preuve ultime que j'avais pris la seule et unique bonne décision. Si vous avez déjà eu affaire à des personnalités narcissiques, vous reconnaîtrez sûrement leur incapacité à accepter la responsabilité, et leur talent pour retourner la situation contre vous, pour vous faire porter le chapeau de leur propre toxicité. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai agi. J'ai bloqué leurs numéros. Un par un. Maman. Papa. Sophie. J'ai bloqué leurs profils sur tous les réseaux sociaux. J'ai quitté les derniers groupes de discussion familiaux. J'ai fait le vide, un nettoyage numérique et émotionnel. Puis, je leur ai envoyé un dernier message, un message groupé, avant que le blocage ne soit total. Un message court, factuel, final. Vous m'avez drogué. Vous avez tenté de me voler. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est un crime. Assumez-en les conséquences. Adieu. Appuyer sur « Envoyer » a été un acte d'une violence et d'une libération inouïe. Le cordon était coupé. Pour de bon. J'étais seule, orpheline de parents vivants, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. La bataille juridique n'était que le début, mais la bataille pour mon âme, la plus importante, je venais de la gagner. Face à l'enregistrement audio, une preuve irréfutable et accablante, leur ligne de défense s'est effondrée comme un château de cartes sous la pluie. Leur avocat, un homme pragmatique, leur a rapidement fait comprendre qu'un procès serait un suicide judiciaire. Nier les faits était impossible. Leur seule option était de plaider coupable en espérant la clémence du tribunal. Le procès a été une procédure rapide et sans âme, une formalité humiliante pour eux. Je n'ai pas eu besoin d'y assister. Mon avocat m'avait conseillé de ne pas m'infliger cette épreuve. Mon témoignage écrit, corroboré par les relevés bancaires prouvant la tentative d'accès à mes comptes, bien sûr, l'enregistrement audio, ont suffi. Le procureur a utilisé des extraits de l'enregistrement lors de son réquisitoire. Entendre, même rapporté par mon avocat, les mots de ma mère, de ma sœur, résonner dans une salle d'audience, a été une expérience étrange et profondément triste. Le verdict est tombé, 1 an de prison avec sursis pour chacun d'eux, une amende substantielle à payer solidairement, des travaux d'intérêt général, et l'obligation de suivre un stage de citoyenneté. Le juge a ajouté, à ma demande, une ordonnance restrictive stricte m'interdisant de m'approcher ou de me contacter de quelque manière que ce soit pendant 5 ans. Ce n'était pas la prison ferme, mais la honte publique et le casier judiciaire étaient,
à bien des égards, une peine bien plus durable. La justice avait officiellement reconnu leur crime. Le mot « victime » était désormais associé à mon nom, et le mot « coupable » au leur. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction lente et douloureuse. J'ai suivi une thérapie pour m'aider à gérer le traumatisme, la colère, et surtout le deuil. Car c'était un deuil. Le deuil de la famille que j'avais cru avoir, ou que j'aurais désespérément aimé avoir. J'ai appris à faire la différence entre la famille que l'on subit et celle que l'on choisit. Les nouvelles de « l'autre côté » me parvenaient par bribes, par l'intermédiaire de tantes et de cousins éloignés qui, après avoir entendu l'histoire, m'appelaient maladroitement pour « prendre de mes nouvelles », leur curiosité malsaine à peine masquée par une fausse compassion. J'ai appris ainsi qu'ils avaient dû vendre la maison de la Croix-Rousse, la maison de mon enfance, ce symbole de leur statut social, pour payer les frais de justice et l'amende. L'argent, la racine de tout ce mal, était aussi la conséquence de leur chute. L'ironie était aussi cruelle que satisfaisante. Un après-midi d'automne, environ un an après les faits, je faisais mes courses au Monoprix près de mon nouveau travail. En attendant à la caisse, mon regard a été attiré par une employée qui rangeait des articles dans un rayon. Je l'ai reconnue instantanément. C'était Sophie. Elle était méconnaissable. Elle portait l'uniforme du magasin, un polo et un gilet sans âme qui semblait trop grand pour elle. Elle avait l'air épuisée, ses traits tirés, ses cheveux blonds autrefois si soignés étaient ternes et attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait perdu cette arrogance, cette assurance qui la caractérisait. Elle semblait vide. Vaincue. Sa carrière prometteuse dans la finance, pour laquelle elle était prête à empoisonner sa propre sœur, avait volé en éclats à cause de son casier judiciaire. Nos regards ne se sont pas croisés. Je ne sais pas si elle m'a vu. Je me suis caché derrière un autre client, le cœur battant. Je n'ai ressenti ni haine, ni joie mauvaise. Juste une profonde et immense tristesse. Le gâchis. Tout ce gâchis, pour 12 000 €. J'ai payé mes articles et je suis parti sans me retourner. C'était la dernière fois que je la voyais en personne. Et c'était mieux comme ça. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. La paix que j'ai trouvée n'est pas une absence de souvenirs, mais une acceptation sereine du passé. Les cicatrices sont toujours là, bien sûr, mais elles ne font plus mal. Elles sont le rappel silencieux de la bataille que j'ai menée et que j'ai gagnée. Mon appartement surplombant la Saône est devenu mon sanctuaire, un lieu où je me sens en sécurité, un lieu qui est à moi et à personne d'autre. Chaque matin, je regarde le fleuve couler, imperturbable, et cela me rappelle que la vie continue, que les courants peuvent être violents, mais qu'ils finissent toujours par mener à des eaux plus calmes et plus larges. Je n'ai plus aucun contact avec eux. L'ordonnance restrictive a expiré depuis longtemps, mais le mur que j'ai construit entre eux et moi est bien plus solide que n'importe quel document juridique. C'est un mur de protection, un mur de respect de soi, bâti avec les briques de l'amour-propre et le ciment de l'expérience. Je sais qu'ils vivent toujours à Lyon, dans un appartement plus petit, dans un quartier anonyme. C'est tout ce que je sais, et c'est tout ce que je veux savoir. Parfois, la tristesse refait surface, au détour d'une photo de fête de famille que je vois sur les réseaux sociaux d'amis, ou pendant la solitude particulière des fêtes de fin d'année. C'est le fantôme de la famille que j'aurais dû avoir, une famille basée sur l'amour inconditionnel et le soutien mutuel, pas sur l'exploitation et la manipulation financière. Je laisse la tristesse venir, je l'accueille comme une vieille connaissance, je reconnais sa présence, puis je la laisse repartir. Elle ne me définit plus. Elle n'a plus de pouvoir sur moi. Mon travail, autrefois un simple gagne-pain, est devenu une véritable passion. J'ai obtenu ma promotion, et plusieurs autres depuis. Je dirige maintenant ma propre équipe de développeurs, et je m'efforce de créer un environnement de travail sain et respectueux, tout ce que je n'ai jamais eu dans ma famille. Mon expérience m'a rendue plus forte, plus résiliente, mais aussi plus empathique envers les autres. Je sais reconnaître les signes de la manipulation et de la toxicité, et je n'hésite plus à poser des limites claires et saines, dans toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. J'ai appris une leçon fondamentale et douloureuse, parfois, le lien du sang n'est qu'une excuse pour justifier l'injustifiable. La vraie famille, ce n'est pas forcément celle où l'on est, mais celle que l'on choisit. C'est celle qui nous élève, qui nous protège, qui nous aime pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous pouvons donner.
Je construis lentement ma propre famille de cœur, faite d'amis chers et de relations sincères. Ce n'est pas facile, et la confiance est quelque chose que j'apprends à donner à nouveau, petit à petit. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens digne d'être aimé pour moi-même. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule. Les drames familiaux, les trahisons liées à l'argent ou à la jalousie, sont des blessures secrètes que beaucoup de gens portent en eux. Avez-vous déjà dû faire un choix impossible pour vous protéger d'un proche? Pensez-vous que j'ai été trop loin en dénonçant ma propre famille à la justice, ou était-ce la seule solution pour survivre? J'aimerais vraiment lire vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul et à trouver le courage d'agir. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché ou révolté, merci de laisser un like pour soutenir notre travail. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien est incroyablement précieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de vous choisir en premier.